Je m'appelle Camille Dubois, mais tout le monde m'appelle Camille. J'ai 34 ans et mardi dernier, ma vie a complètement changé lorsque j'ai vérifié mon billet de loto et découvert que j'avais gagné 47 millions d'euros. Mes mains tremblaient en regardant ces 6 numéros qui correspondaient parfaitement. Une fois le choc initial passé, une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Je ne dirai rien à personne de cet argent. Vous voyez, j'ai une histoire compliquée avec ma famille en matière de finances. Si vous lisez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Avant de vous raconter cette décision qui a changé ma vie, aimez cette histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits authentiques sur la loyauté et la trahison familiale. Cela pourrait changer votre regard sur vos propres relations. Avant ce mardi fatidique, ma vie était d'une banalité presque douloureuse. Je travaillais comme comptable dans une petite agence de marketing à Nantes, gagnant juste assez pour vivre modestement, mais jamais assez pour me sentir en sécurité. Mon appartement était un petit 2 pièces en périphérie de la ville, rien d'extraordinaire, mais c'était chez moi. Chaque matin, je me levais à 6 heures, préparais mon café et commençais ma journée avec l'inquiétude constante des factures et des délais. Mon travail était exigeant, avec des semaines de 60 heures devenant la norme, surtout pendant la saison fiscale. Ma situation familiale était, disons, compliquée. Mes parents, Gérard et Daniel Dubois, ont divorcé quand j'avais 14 ans, et tous deux se sont remariés dans les 2 années suivantes. Mon père, Gérard, professeur de physique au lycée, a épousé Sophie, une agente immobilière au goût coûteux et à un style de vie encore plus dispendieux. Ma mère, Danielle, a trouvé l'amour avec Vincent, un entrepreneur prospère qui avait plus d'argent que mon père, mais qui gardait un contrôle strict sur chaque centime. J'ai 2 frères et sœurs. Ma sœur cadette, Élise, 30 ans, a toujours été l'enfant prodige. Diplômée d'une grande école, elle a épousé un chirurgien nommé Pierre et vit désormais dans une belle maison en banlieue avec leurs 2 enfants parfaits. Puis il y a mon frère aîné, Julien, 36 ans, qui, malgré son charme et son intelligence, n'a jamais vraiment trouvé sa voie. Il passe d'un emploi à l'autre, d'une relation à l'autre, et a perfectionné l'art d'emprunter des fonds aux membres de la famille. Le schéma était toujours le même. Un appel désespéré, une supplication émotive, une promesse de remboursement, puis un silence radio jusqu'à la prochaine crise. Ma famille élargie n'était pas moins compliquée. Ma tante Martine, la sœur cadette de ma mère, était peut-être la seule personne sincère de notre cercle familial. Bien qu'elle vive de salaire en salaire comme enseignante en école primaire, elle trouvait toujours un moyen d'être présente quand cela comptait. Elle conduisait une vieille Renault qui faisait des bruits inquiétants, vivait dans un petit appartement rempli de livres et de plantes et ne se plaignait jamais de sa situation. En revanche, ma tante Hélène, la sœur aînée de mon père, avait épousé un homme riche et ne laissait personne l'oublier. Elle passait les fêtes à critiquer les choix de vie de chacun et à faire des remarques désobligeantes sur ma carrière, mon appartement et mon statut de célibataire. Mon cousin Rémi, son fils, avait hérité de son arrogance, mais pas de son succès financier, et avait un problème de jeu que la famille faisait semblant d'ignorer. Mon histoire avec l'aide financière dans la famille m'avait rendu méfiante. Quand Julien a eu besoin de 5 000 € pour une cure de désintoxication il y a 3 ans, j'ai vidé mon modeste compte d'épargne pour l'aider pour découvrir des mois plus tard qu'il n'était jamais allé en traitement. Quand Élise a eu besoin d'aide pour les frais de son mariage, j'ai mis 2 000 € sur ma carte de crédit qu'elle a promis de rembourser après sa lune de miel. 5 ans plus tard, j'attendais toujours. Quand mon père a eu besoin d'un prêt pour réparer son toit après une tempête, j'ai envoyé ce que je pouvais, pour voir des photos de lui et Sophie en vacances à Nice le mois suivant. La seule personne qui connaissait l'ampleur de ces trahisons était ma meilleure amie, Charlotte. Nous nous étions rencontrés à l'université et contrairement à la plupart des relations dans ma vie, la nôtre était restée constante. Charlotte, infirmière, comprenait les difficultés et ne jugeait jamais mes sentiments compliqués envers ma famille. Elle était la voix de la raison quand je me sentais devenir amer, me rappelant que tout le monde n'était pas là pour profiter de moi. Au travail, les choses n'étaient pas beaucoup mieux. Mon patron, Arnaud, avait l'habitude de s'attribuer le mérite de mes idées lors des réunions avec les clients.
Mon collègue Denis partait souvent tôt, me laissant gérer son travail, mais réussissait toujours à obtenir la reconnaissance que je méritais. Malgré cela, je gardais la tête basse et continuais à travailler avec diligence, espérant qu'un jour cela porterait ses fruits. Acheter des billets de loto était ma petite indulgence hebdomadaire, un rituel que ma famille aimait moquer. Chaque vendredi, je m'arrêtais au tabac du coin et dépensais 10 € pour des billets. Ma mère appelait cela une taxe sur ceux qui ne savent pas calculer. Julien plaisantait en disant que je ferais mieux de lui donner l'argent directement. Mon père me donnait des leçons sur les probabilités et les statistiques. Mais il y avait quelque chose d'espoir dans ces billets, une petite chance de liberté que je ne pouvais pas abandonner, même après des années sans gagner plus de 20 € par-ci par-là. J'avais des rêves, bien sûr. Je voulais voyager, voir des endroits au-delà de la Bretagne. Je voulais retourner à l'école, peut-être obtenir une maîtrise dans un domaine qui me passionne vraiment. Je voulais avoir assez d'épargne pour qu'une réparation de voiture imprévue ne me plonge pas dans une spirale financière. Mais ces rêves semblaient de plus en plus lointains à l'approche de la trentaine, toujours en train de rembourser mes prêts étudiants et de porter une petite dette de carte de crédit persistante, malgré ma gestion prudente. Chaque mois était un équilibre délicat entre factures, courses et l'occasionnel dîner avec Charlotte. Je découpais des coupons, comparais les prix et savais exactement quel magasin offrait les meilleures affaires, du papier toilette au café. Je conduisais une Peugeot de 10 ans qui faisait un bruit inquiétant sous la pluie, mais je ne pouvais pas me permettre de la remplacer. J'avais maîtrisé l'art de paraître parfaitement bien tout en calculant constamment les coûts dans ma tête. Je me demandais si je pouvais accepter une invitation ou si je devais inventer une excuse pour rester chez moi. C'était ma vie avant que tout ne change. Ordinaire, parfois difficile, parfois solitaire, mais stable à sa manière. Je n'avais aucune idée qu'un simple bout de papier allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur moi-même et sur ceux que j'appelais ma famille. Le jour où j'ai acheté le billet gagnant était en fait mon 34e anniversaire. J'avais fini une semaine particulièrement épuisante au travail, où Arnaud s'était une fois de plus attribué le mérite de ma stratégie financière qui avait permis à un client important d'économiser des milliers d'euros. Je me suis arrêté au tabac du coin, comme tous les vendredis, mais cette fois avec une légère variation dans ma routine. « Joyeux anniversaire, Camille !» m'a lancé Michel, le propriétaire du tabac, un homme gentil qui connaissait tous ses clients réguliers par leur nom. « Merci, Michel. Le même que d'habitude, et peut-être un de plus pour la chance. » ai-je répondu en lui tendant 20 € au lieu de mes 10 habituels. « Une folie d'anniversaire, hein ? Peut-être que c'est ton jour de chance, » a-t-il dit avec un clin d'œil en me tendant mes billets. Au lieu de choisir un tirage automatique, j'ai décidé sur un coup de tête de sélectionner mes propres numéros. Mon mois et jour de naissance, 3 et 16, l'anniversaire de ma mère, 12, celui de mon père, 21, celui de Martine, 9, et celui de Charlotte, 30. 6 numéros représentant les personnes les plus importantes de ma vie, même celles qui m'avaient déçu. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter chez mon restaurant thaï préféré, ouvert une bouteille de vin que Charlotte m'avait offerte pour mon anniversaire, et je me suis installé pour une soirée tranquille seul. Le tirage du loto était à 20 h, mais je n'y ai prêté qu'une attention distraite en faisant défiler les réseaux sociaux, voyant des publications d'amis profitant de célébrations d'anniversaire bien plus excitantes que la mienne. À 20h30, je me suis souvenu des billets et j'ai pris mon téléphone pour vérifier les numéros, n'attendant rien, comme d'habitude. Le premier numéro correspondait 3. J'ai souri légèrement. Le deuxième correspondait 16. Mon cœur s'est accéléré un peu. Le troisième, 12. Le quatrième, 21. Mes paumes étaient moites. Le cinquième, 9. Je retenais mon souffle. Le sixième et dernier numéro, 30. J'ai fixé mon téléphone pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ce n'était pas possible. J'avais dû mal lire. J'ai vérifié encore et encore, puis allumé la télévision pour revoir le tirage en direct. J'ai regardé chaque numéro apparaître à l'écran, l'un après l'autre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber la télécommande. « Impossible !» ai-je murmuré dans l'appartement vide. Selon le site du loto, j'étais l'unique gagnante de 47 millions d'euros.
Après impôts, cela représenterait environ 28 millions, une somme inimaginable pour quelqu'un qui, plus tôt dans la journée, était enthousiaste à l'idée d'un coupon de réduction de 10% sur du détergent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé des heures à me renseigner sur les gagnants du loto en ligne et ce que j'ai trouvé fut troublant. Des histoires de gagnants dont la vie s'était effondrée après leur fortune, des familles déchirées par la cupidité, des amis et des parents éloignés surgissant de nulle part avec des histoires larmoyantes et des mains tendues, des gagnants ruinés en 5 ans, plus malheureux qu'avant. Un article qualifiait le loto de « chemin le plus rapide pour perdre tout ce qui vous est cher ». Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Je réclamerai l'argent, mais je n'en parlerai à personne, pas à mes parents, pas à mes frères et sœurs, pas même à Charlotte, du moins pas tout de suite. J'avais besoin de temps pour assimiler cela, pour faire un plan, pour comprendre ce que cette fortune signifiait pour ma vie, avant que tout le monde ne me dise quoi en faire. Ce matin-là, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade, une première en 3 ans, et j'ai pris rendez-vous avec Philippe Moreau, un avocat spécialisé en planification financière et droit successoral. Son cabinet était dans un immeuble de bureaux du centre-ville de Nantes, et en attendant dans la salle d'attente, vêtu de mes vêtements ordinaires, serrant mon sac contenant le billet gagnant, je me sentais comme une impostrice. « Mademoiselle Dubois », m'a accueilli Philippe, en me tendant la main. Il avait la cinquantaine, des cheveux poivre et sel, et des yeux bienveillants derrière des lunettes coûteuses. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» J'ai pris une profonde inspiration et posé le billet sur son bureau. « J'ai besoin de savoir comment réclamer ceci sans que personne ne sache que c'est moi. » Ses yeux se sont écarquillés un instant en examinant le billet, puis il a hoché la tête avec professionnalisme. « Je vois. Eh bien, vous êtes au bon endroit. » Au cours des 2 heures suivantes, Philippe m'a expliqué mes options. Dans notre région, les gagnants du loto pouvaient réclamer leur prix via des fiducies ou des entités juridiques pour préserver leur anonymat. Il m'a décrit le processus de création d'une fiducie aveugle, le fonctionnement des impôts et l'importance de constituer une équipe de conseillers financiers pour gérer une telle somme. La plus grande erreur des gagnants, m'a-t-il dit, est de le dire à trop de gens trop vite. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête, soulagé que mon instinct ait été le bon. Je veux faire ça correctement. Je ne veux pas que cette fortune ruine ma vie. En quittant le cabinet de Philippe avec un dossier rempli de documents et une liste des prochaines étapes, je ressentais un mélange étrange d'excitation et d'appréhension. J'avais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé, mais je ne pouvais partager cette nouvelle bouleversante avec personne. Je vivrais une double vie, prétendant être la même comptable en difficulté tout en étant secrètement multimillionnaire. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé avec Philippe pour établir la fiducie, réclamer les gains et ouvrir des comptes d'investissement. Nous avions créé un plan financier complet qui garantissait que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter des finances, même si je vivais jusqu'à 100 ans. L'argent était réel désormais, déposé dans des comptes sous mon contrôle. Pourtant, ma vie quotidienne restait inchangée. Je continuais d'aller au travail, de me plaindre des factures avec mes collègues, de conduire ma vieille Peugeot. Le secret commençait à peser sur moi. Je me demandais ce que ma famille penserait. Serait-elle heureuse pour moi si elle savait? Respecterait-elle mes limites? Ou me verrait-elle comme un distributeur de billets ambulants? Ces questions me hantaient, et peu à peu, une idée a pris forme. Et si je pouvais découvrir comment ma famille réagirait à ma nouvelle fortune sans la révéler? Et si je pouvais tester leur caractère avant de décider avec qui partager mon secret? Le plan s'est concrétisé une nuit où je restais éveillé, fixant le plafond. Je créerais un scénario où j'avais besoin d'aide financière, pas une somme énorme, mais assez significative. J'approcherais chaque membre de ma famille avec la même histoire, la même demande, et je verrais qui m'aiderait sans attendre quelque chose en retour. Ce n'est qu'alors que je saurais qui méritait de faire partie de ma nouvelle vie. Le lendemain, j'ai rencontré Philippe à nouveau pour m'assurer que mes finances étaient bien sécurisées avant de procéder. Nous avions établi un portefeuille d'investissements diversifiés, créé des fiducies pour des dons caritatifs futurs,
et ouvert un compte personnel modeste qui me permettrait d'accéder à des fonds sans éveiller les soupçons. Le gros de l'argent était investi de manière sécurisée, intouchable par quiconque sauf moi. « Tout est en ordre, Camille », m'a assuré Philippe, en faisant glisser un dossier sur son bureau poli. « Votre avenir financier est sécurisé. Vous pourriez arrêter de travailler demain si vous le vouliez. » La pensée était tentante, mais je savais qu'un changement soudain de mode de vie susciterait des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. « Je pense que je vais garder mon travail pour l'instant, » ai-je répondu. Du moins, jusqu'à ce que je comprenne certaines choses. Ce soir-là, j'ai invité Charlotte à dîner. Alors que nous étions assises sur mon petit balcon avec des verres de vin, j'ai décidé de partager une partie de mon plan avec elle. Je ne pouvais pas tout garder pour moi, et j'avais plus confiance en elle qu'en quiconque. Je pense à faire une sorte d'expérience avec ma famille, ai-je commencé prudemment. Charlotte a haussé un sourcil. Quel genre d'expérience ? J'ai pris une profonde inspiration. Je vais leur dire que j'ai perdu mon emploi et que j'ai besoin d'aide financière, juste pour voir qui se soucie vraiment assez pour m'aider quand j'en ai besoin. L'expression de Charlotte est passée de la curiosité à l'inquiétude. « Camille, ça semble manipulateur. Pourquoi ferais-tu ça ? » « Parce que je suis fatigué d'être la seule à aider quand les autres en ont besoin, » ai-je dit, évitant son regard. « Je veux savoir qui serait là pour moi si les rôles étaient inversés. » « Mais mentir pour tester les gens, ça ne te ressemble pas, » a-t-elle dit en posant son verre de vin. « Pourquoi ne pas simplement leur demander ce qu'ils pensent de toi ? Avoir une conversation honnête ?» J'ai ri sans humour. Bien sûr, parce que ma famille est tellement douée pour les conversations honnêtes. Tu sais comment ils sont, Charlotte. Tu as vu comment ils me traitent. Elle a soupiré, réfléchissant un moment. Je pense que tu vas te faire plus de mal qu'à n'importe qui d'autre avec ça. Mais je connais ce regard dans tes yeux. Tu as déjà pris ta décision. Elle avait raison. J'avais passé la journée à peaufiner mon histoire, m'assurant qu'elle était crédible, mais pas trop dramatique pour ne pas éveiller les soupçons. Je dirais que l'agence de marketing pour laquelle je travaillais avait soudainement fermé après que le PDG eut détourné des fonds, une affaire désormais sous investigation confidentielle. Je dirais que j'avais besoin de 5 000 € pour couvrir le loyer et des frais médicaux jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. C'était une somme significative, mais pas exorbitante, et certainement à la portée de la plupart des membres de ma famille. J'ai dressé une liste des personnes que j'approcherais, ma mère, Danielle, et son mari Vincent, mon père Gérard et sa femme Sophie, ma sœur Élise et son mari Pierre, mon frère Julien, ma tante Martine, ma tante Hélène et mon cousin Rémi. 10 personnes, toutes m'ayant sollicité pour de l'aide financière ou émotionnelle à un moment donné et que j'avais soutenues à chaque fois. Le lendemain, j'ai répété mon histoire avec Charlotte, qui a accepté à contre-cœur de m'aider malgré ses réserves. « Tu dois avoir l'air réellement en détresse, mais pas désespéré, » m'a-t-elle conseillé, et prépare des détails précis sur la fermeture de l'entreprise. Il pourrait poser des questions. J'ai hoché la tête, prenant des notes. Je dirais que l'enquête est confidentielle pour éviter qu'il vérifie. J'ai postulé partout, mais le marché du travail est difficile, surtout pour des postes spécialisés en comptabilité. J'ai quelques entretiens prévus, mais rien de sûr, et mon fonds d'urgence est épuisé à cause de récents examens médicaux. J'avais pensé à chaque détail, créant un scénario qui susciterait de la sympathie, sans soulever trop de questions. En finalisant mon plan, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Charlotte avait-elle raison? Était-ce manipulateur et mal? Mais je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais vidé mes économies pour aider ces mêmes personnes, souvent à un grand coût personnel, et ma détermination s'est renforcée. Ce n'était pas seulement une question de les tester, il s'agissait de me protéger, moi et mon avenir. J'ai établi une liste de prédictions sur la façon dont chaque personne réagirait. Ma mère offrirait probablement un peu d'aide, mais moins que ce dont j'avais besoin. Mon père me ferait un sermon sur la responsabilité financière, mais pourrait envoyer une petite somme. Élise prétendrait qu'elle ne pouvait pas aider à cause des dépenses pour les enfants. Julien dirait certainement qu'il n'avait pas d'argent. Vincent et Sophie refuseraient catégoriquement.
Tante Hélène me jugerait pour mes mauvais choix de vie. Rémi promettrait de l'aide qui ne se matérialiserait jamais. La seule personne pour laquelle j'avais un réel espoir était tante Martine. Bien qu'elle ait le moins à donner, elle avait toujours été la plus généreuse, avec ce qu'elle avait. Mais même avec elle, j'essayais de garder mes attentes basses. 5 000 €, c'était beaucoup pour une enseignante vivant seule. Le plan était prêt. Au cours de la semaine suivante, je contacterai chaque membre de la famille individuellement, leur raconterai la même histoire et verrai qui se montrerait à la hauteur. Ce n'est qu'alors que je déciderai qui méritait de connaître mon gain au loto. Ce n'est qu'alors que je saurai qui se souciait vraiment de moi, au-delà de ce que je pouvais faire pour eux. Avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, j'ai pris mon téléphone et passé le premier appel. Il était temps de découvrir qui était ma vraie famille. J'ai décidé d'appeler ma mère en premier. Danielle se vantait toujours d'être une mère attentionnée, nous rappelant souvent qu'elle avait sacrifié ses propres rêves pour élever ses enfants. Si quelqu'un devait m'aider, pensais-je, ce serait elle. Mes mains tremblaient légèrement en composant son numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie, semblant distraite. « Salut maman », ai-je dit, en rendant ma voix volontairement tendue. « Camille, tout va bien ? Tu as l'air bouleversée. » J'ai lancé mon histoire préparée, lui racontant la fermeture soudaine de l'entreprise, les salaires perdus et ma situation financière précaire. En parlant, je pouvais entendre sa respiration changer, devenant plus inquiète à chaque détail. « Oh ma chérie, c'est terrible », a-t-elle dit quand j'ai fini. « As-tu demandé les allocations chômage et ton fonds d'urgence ?» J'ai expliqué que les allocations prendraient des semaines à être traitées et que mon fonds d'urgence avait été épuisé par des tests médicaux récents pour des symptômes préoccupants. Je n'ai pas précisé quels étaient ces symptômes, laissant son imagination combler les blancs. « Je déteste devoir demander ça, maman, mais j'ai besoin d'aide. Environ 5 000 € pour couvrir le loyer et les factures médicales jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. Je promets de te rembourser dès que possible. » Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. « Oh Camille, tu sais, Vincent et moi venons de faire un acompte pour la maison au bord du lac. Nous sommes assez à court de fonds en ce moment. » Sa voix a pris un ton légèrement défensif. « As-tu demandé à ton père ? Ou à Élise ? Pierre gagne bien à l'hôpital. » J'espérais éviter de demander à papa, ai-je dit honnêtement. Et Élise a les enfants et leurs frais de scolarité privée. « Eh bien, laisse-moi parler à Vincent pour voir ce qu'on peut faire, » a-t-elle dit finalement, mais je ne peux rien promettre. Tu sais à quel point il est strict avec les finances, surtout quand il s'agit de... Eh bien, tu sais. Je savais. Vincent n'avait jamais considéré que j'étais sa responsabilité, précisant dès le début que ses ressources étaient, pour ma mère et tout enfant, qu'ils auraient pu avoir ensemble, ce qui n'était jamais arrivé. « D'accord, maman. Fais-moi signe dès que possible. Le loyer est dû la semaine prochaine. »« Je le ferai, ma chérie, et je suis tellement désolé pour ton emploi. Ces choses finissent toujours par s'arranger, tu verras. Peut-être que c'est un signe que tu devrais envisager de changer de carrière pour quelque chose de plus stable. » Après avoir raccroché, j'ai noté sa réponse dans un carnet que j'avais commencé à cet effet. Elle avait exprimé de l'inquiétude, mais avait immédiatement cherché à passer la responsabilité à quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas refusé directement, mais je soupçonnais que sa conversation avec Vincent aboutirait commodément à leur incapacité à m'aider. Le lendemain, j'ai retrouvé mon père, Gérard, pour un café. J'ai choisi un lieu public, pensant qu'il serait moins susceptible de réagir négativement dans un tel cadre. « Tu as l'air fatigué », m'a-t-il dit en guise de salutation alors que je m'asseyais en face de lui. Je lui ai adressé un sourire faible et j'ai raconté mon histoire. Son visage est resté impassible pendant que je parlais, hochant la tête ou fronçant les sourcils à certains moments. Quand j'ai fini, en demandant de l'aide pour les 5 000 €, il s'est adossé à sa chaise et a croisé les bras. « Camille, je t'ai toujours appris la responsabilité financière, » a-t-il commencé, adoptant sa voix de professeur. « C'est exactement pour ça que je t'ai dit de garder 6 mois de dépenses de côté à tout moment. Qu'est-il arrivé à ce plan ?»« La vie est arrivée, papa, » ai-je répondu, essayant de contenir ma frustration. Les factures médicales,
les réparations de voitures. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre autant de fonds de côté. Il a soupiré lourdement. Et maintenant, tu attends que les autres te sortent du pétrin. Qu'en est-il de tes habitudes de dépenses? As-tu vraiment besoin de cet appartement dans ce quartier? Et ton abonnement au câble, ses services de streaming? Pendant les 20 minutes suivantes, il m'a fait un sermon sur la planification financière, le marché du travail et l'importance de vivre en dessous de ses moyens. Pas une fois, il n'a offert d'aide concrète. J'aimerais t'aider, Camille, mais Sophie et moi nous concentrons sur notre retraite en ce moment. Nous ne pouvons pas puiser dans ces fonds, ce serait irresponsable financièrement. Il m'a tapoté la main de manière condescendante. Ce sera une bonne leçon pour toi. Parfois, il faut toucher le fond avant de faire les changements nécessaires. J'ai hoché la tête, retenant des larmes qui étaient en partie jouées. Même en m'attendant à cette réponse, cela faisait mal de l'entendre rejeter mes besoins si facilement. Ma sœur Élise était la suivante. Je me suis rendu chez elle dans sa belle maison de banlieue un samedi après-midi. Son mari, Pierre, jouait au golf, ce qui nous donnait un peu d'intimité pour parler. « Camille, quelle surprise !» s'est-elle exclamée en ouvrant la porte. « Les enfants sont à leur cours de natation. Entre !» Sa maison était impeccable, avec des meubles coûteux et des photos de familles professionnelles encadrées sur chaque mur. Alors que nous étions assises dans sa cuisine gastronomique, sirotant des lattes de sa machine à expresso de qualité commerciale, je lui ai raconté ma situation. « Mon Dieu, c'est affreux », a-t-elle dit, prenant ma main à travers l'îlot en granit. « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fermé comme ça. Pauvre de toi !» Sa sympathie semblait sincère et pendant un instant, j'ai eu de l'espoir. Puis j'ai mentionné avoir besoin d'emprunter 5 000 €. « Oh !» a-t-elle dit, son expression changeant légèrement. « Eh bien, ce n'est pas vraiment le bon moment. Nous venons d'acheter la nouvelle Audi le mois dernier, et les frais de scolarité des enfants étaient dus. De plus, nous refaisons la salle de bain principale. » Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle. « Pierre gère la plupart de nos finances, et il est très strict avec notre budget. »« Je comprends, » ai-je dit calmement. « Je ne demanderais pas si je n'étais pas désespéré. »« Je sais, a-t-elle dit rapidement. « Laisse-moi parler à Pierre pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on peut t'aider avec une somme plus petite, ou peut-être que tu pourrais emménager chez nous temporairement. La chambre d'amis est utilisée pour le stockage en ce moment, mais on pourrait la vider. » Je l'ai remercié pour l'offre, mais j'ai expliqué que déménager serait difficile avec ma recherche d'emploi centrée en ville. Elle a promis de m'appeler après avoir parlé à Pierre, mais la manière dont elle évitait mon regard m'a tout dit. Mon frère Julien a peut-être été le plus décevant. Après lui avoir envoyé un message détaillé sur ma situation, il a répondu par un court texte. « Ça craint, Frangine. Vraiment à court d'argent moi-même, je t'appelle plus tard. » Il ne l'a jamais fait. Mes messages de suivi sont restés sans réponse et quand j'ai essayé de l'appeler directement, les appels allaient directement sur messagerie. Cela venait du même frère qui m'avait emprunté des milliers d'euros au fil des ans, toujours avec des promesses larmoyantes de remboursement qui ne se matérialisaient jamais. Ma belle-mère, Sophie, a été directe lorsque je l'ai appelée, ne s'embarrassant même pas d'un semblant de sympathie. « Camille, je suis sûr que c'est difficile, mais Vincent et moi ne sommes pas en position d'aider. Peut-être que c'est une opportunité pour toi d'apprendre de meilleures compétences en gestion financière. As-tu envisagé de réduire la taille de ton appartement ou de prendre un colocataire ?» Quand je lui ai rappelé que je les avais aidés avec les réparations de leur maison de vacances l'année précédente, elle s'est hérissée. C'était différent. C'était une propriété familiale que tu apprécies aussi. Le fait que je n'avais été invité à la maison de vacances qu'une seule fois en 5 ans n'avait apparemment pas d'importance. Mon beau-père, Vincent, a été encore pire. « Tu n'es pas ma fille », a-t-il dit sans détour lorsque je l'ai appelé. « J'ai soutenu ta mère pendant des années, mais tes problèmes financiers sont les tiens. Peut-être aurais-tu dû choisir une carrière plus lucrative. » Mon cousin Rémi semblait initialement compatissant, promettant de m'aider sans hésiter. Il a même proposé de se rencontrer pour déjeuner afin de me donner un chèque. Mais le jour venu,
Il m'a envoyé un message 1 heure avant pour dire que quelque chose était survenu et qu'il reprogrammerait. Il ne l'a jamais fait et a fini par cesser de répondre à mes messages. La réponse de tante Hélène était peut-être la moins surprenante, mais tout de même douloureuse. « Eh bien Camille, j'ai toujours dit que cette entreprise semblait instable. Je t'avais dit de prendre cet emploi à la banque après l'université, mais personne ne m'écoute. » Elle a ensuite raconté les problèmes financiers d'autres membres de la famille et comment ils les avaient surmontés sans mendier des aides. Ce soir-là, j'ai appris par Élise que tante Hélène racontait à tout le monde mon irresponsabilité financière. Après une semaine de refus, de demi-promesses et de silence complet, j'étais émotionnellement épuisé. L'expérience avait confirmé mes pires craintes concernant ma famille, mais la réalité était toujours douloureuse à accepter. 7 personnes qui m'avaient demandé et reçu mon aide à maintes reprises au fil des ans ne pouvaient ou ne voulaient pas me rendre l'appareil quand j'en avais besoin. Puis mon téléphone a sonné. C'était tante Martine. « Camille, ma chérie, je viens d'apprendre par ta mère pour ton emploi. Est-ce que ça va ?» Sa voix était chaleureuse, pleine de véritable inquiétude. Je n'avais pas encore contacté Martine, prévoyant de l'appeler le lendemain. Le fait qu'elle m'ait appelé en premier après avoir entendu parler de ma situation par quelqu'un d'autre en disait long. « Je tiens le coup », ai-je dit, l'émotion dans ma voix étant maintenant entièrement réelle. « Écoute, je veux t'aider. Pouvons-nous déjeuner ensemble demain ? C'est moi qui invite, bien sûr. » Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot près de son appartement. Martine était fidèle à elle-même, ses cheveux striés de gris attachés en une queue de cheval simple, portant un jean et un cardigan aux boutons dépareillés. Elle m'a serré fort dans ses bras avant que nous nous asseyions. « Je suis tellement désolé pour ton emploi, ma douce. Cette entreprise ne te méritait pas, de toute façon. » Pendant que nous mangions, elle m'a posé des questions pertinentes sur ma recherche d'emploi et a proposé de contacter d'anciens collègues ayant des relations dans le monde des affaires. Puis, une fois les assiettes débarrassées, elle a sorti une enveloppe de son sac. « Je veux que tu prennes ça », a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table. « C'est 3 000 €. Je sais que ce n'est pas la totalité de ce dont tu as besoin, mais ça devrait au moins aider avec le loyer. » J'ai fixé l'enveloppe, choqué. « Martine, je ne peux pas prendre ça. C'est trop. » Sottise. La famille aide la famille. Et je veux que tu saches autre chose. Elle a pris ma main à travers la table. « Si tu as besoin d'un endroit pour économiser sur le loyer, mon canapé se déplie en lit. Ce n'est pas luxueux, mais tu es la bienvenue aussi longtemps que nécessaire. » Les larmes me sont montées aux yeux, et cette fois, elles étaient totalement sincères. « Merci », ai-je murmuré, submergé par sa générosité. « Ne t'inquiète pas de me rembourser tout de suite », a-t-elle continué. « Remette-toi sur pied d'abord. Trouve un emploi que tu aimes vraiment cette fois. La vie est trop courte pour travailler quelque part où on ne t'apprécie pas. » En quittant le bistrot, Martine m'a serré à nouveau dans ses bras. « Tu vas t'en sortir, Camille. Tu es intelligente et capable. Ce n'est qu'un obstacle sur la route. » En rentrant chez moi, je serrai l'enveloppe contenant 3 000 €, plus d'argent que je savais que Martine pouvait se permettre de donner. Le contraste entre sa réponse et celle du reste de ma famille ne pouvait être plus marqué. La seule personne qui avait offert une aide sincère était celle qui avait le moins à donner. Après ma rencontre avec Martine, j'ai fait des recherches qui m'ont laissé stupéfaite. Les 3 000 € représentaient presque toutes ses économies, et j'ai découvert qu'elle faisait face discrètement à des complications dues à un diabète de type 2. Les coûts de ses médicaments avaient récemment augmenté, et elle prenait des heures supplémentaires de tutorat pour joindre les deux bouts. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Martine, qui avait si peu, m'avait donné presque tout ce qu'elle avait, sans hésitation ni condition. Pendant ce temps, ma mère, qui avait récemment dépensé 8 000 € pour rénover sa salle de bain, ne pouvait pas trouver 5 000 € pour aider sa fille avec son loyer et ses factures médicales. Le lendemain, j'ai invité Martine à dîner chez moi. Alors qu'elle s'installait sur mon vieux canapé, j'ai remarqué pour la première fois à quel point elle semblait fatiguée, les rides autour de ses yeux plus marquées que dans mon souvenir.
Martine, il faut que je te dise quelque chose, ai-je commencé en posant une tasse de thé devant elle. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi. Son expression est restée ouverte, curieuse plutôt qu'inquiète. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Je n'ai pas perdu mon emploi. L'entreprise va bien. J'ai toujours mon poste. Les mots sont sortis rapidement. J'ai inventé cette histoire pour voir qui dans la famille m'aiderait si j'en avais besoin. Martine est restée silencieuse un moment, puis a hoché la tête lentement. Je vois. Es-tu fâché contre moi? Ai-je demandé, soudain effrayé de perdre la seule relation sincère que j'avais découverte à travers cette expérience. Elle a réfléchi à la question. Non, pas fâché. Triste, peut-être? Triste que tu aies ressenti le besoin de tester les gens de cette manière. Elle a pris une gorgée de son thé. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Notre famille n'a pas toujours été gentille avec toi. Tu es la seule qui a proposé de m'aider, lui ai-je dit. Tous les autres avaient des excuses ou m'ont tout simplement ignoré. Martine a soupiré. Les gens te montrent qui ils sont quand donner devient gênant. J'ai appris cette leçon à la dure moi-même. Que veux-tu dire? Elle a posé sa tasse et croisé les mains sur ses genoux. Mon ex-mari, Robert. T'ai-je déjà raconté pourquoi nous avons vraiment divorcé? J'ai secoué la tête. L'histoire familiale avait toujours été vague, quelque chose à propos de s'éloigner l'un de l'autre. J'ai reçu un petit héritage de ma grand-mère, environ 50 000 €. Pas une fortune, mais significatif pour nous à l'époque. Robert avait immédiatement des plans pour cet argent, principalement pour investir dans les affaires d'un ami. Elle a souri avec amertume. Je voulais le garder pour notre avenir, peut-être acheter une petite maison un jour. Nous nous sommes disputés pendant des mois. Que s'est-il passé? Un jour, j'ai découvert qu'il avait falsifié ma signature et retiré la majeure partie de l'argent. Quand je l'ai appris, il était déjà dépensé, investi dans un restaurant qui a fait faillite en 1 an. Elle a secoué la tête en repensant à ce souvenir. Quand je l'ai confronté, sais-tu ce qu'il a dit? Que c'était notre argent, pas seulement le mien, et qu'il y avait autant droit que moi, comme si mon nom sur l'héritage ne signifiait rien. J'étais choqué. Je n'en avais aucune idée. La famille préférait l'histoire de l'éloignement, c'est moins compliqué. Elle a pris ma main. Ce que je veux dire, c'est que j'ai appris que certaines personnes te voient comme une ressource plutôt qu'une personne, et c'est une leçon douloureuse. Je suis tellement désolé que ça te soit arrivé, ai-je dit en serrant sa main. C'était il y a longtemps, mais ça m'a appris quelque chose d'important sur l'argent et les relations. Elle m'a regardé intensément. L'argent ne révèle pas seulement qui sont vraiment les autres, Camille. Il révèle aussi qui nous sommes, comment nous l'utilisons, comment nous le partageons, comment nous en parlons. C'est un miroir puissant. Ces mots ont résonné profondément. À cet instant, j'ai pris une décision. Martine, il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose d'important. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai gagné au loto il y a 1 mois, 47 millions d'euros. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle est restée silencieuse, attendant que je continue. Je n'en ai parlé à personne d'autre, pas à mes parents, pas à Élise, ni à Julien, pas même à Charlotte. Tu es la première à le savoir. Oh, Camille, a-t-elle soufflé. C'est bouleversant. Je sais, et c'est pourquoi j'ai fait ce test. J'avais besoin de savoir qui serait là pour moi sans connaître l'existence de l'argent. Martine a hoché la tête lentement. Je comprends, mais que vas-tu faire maintenant? C'est ce que j'essaie de comprendre. L'argent est sécurisé, j'ai de bons conseillers financiers, mais je ne sais pas comment gérer la famille. Martine a réfléchi. Tu sais, tu ne dois rien à personne, Camille, pas même à moi. Mais je veux t'aider, ai-je insisté. Tes frais médicaux, un meilleur appartement, ce dont tu as besoin. Elle a souri doucement. Je n'ai besoin de rien de ta part, ma chérie. Je suis heureuse avec ma vie. Mon appartement est petit, mais il est rempli de choses que j'aime. Ma voiture fonctionne la plupart du temps. J'ai mes élèves et mes livres.
Et maintenant, ce merveilleux secret avec ma nièce préférée. Elle m'a tapoté la main. Savoir que tu es en sécurité et heureuse me suffit. Sa générosité m'a fait monter les larmes aux yeux. Voici quelqu'un qui m'avait donné presque tout ce qu'elle avait quand elle pensait que j'en avais besoin et qui maintenant ne demandait rien en retour en sachant que j'avais des millions. Alors que nous continuions à parler tard dans la nuit, le contraste entre Martine et le reste de ma famille devenait encore plus frappant. Pendant que je menais mon expérience, la rumeur de mes prétendus problèmes financiers s'était répandue dans la famille. Au lieu de susciter de l'inquiétude, cela avait principalement généré des ragots et des jugements. Mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. « J'ai entendu dire que tu as aussi demandé de l'argent à Élise. Tu aurais dû me dire que tu demandais à tout le monde. On dirait que tu nous montes les uns contre les autres. » Un autre venait de mon père. « Sophie m'a dit que tu appelais tout le monde pour des aides. C'est exactement le genre de comportement irresponsable dont je t'avais averti. » La famille avait transformé ma demande d'aide en preuve de mes défauts de caractère, plutôt qu'en une opportunité de montrer de la compassion. Et ce faisant, il m'avait révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur la véritable nature de nos relations. Le lendemain matin, après ma conversation avec Martine, j'ai rencontré Philippe pour discuter de mes plans financiers à long terme. Maintenant que j'avais une vision claire de mes relations familiales, je pouvais prendre des décisions sur mon avenir en toute connaissance de cause. « Je veux créer une fiducie pour ma tante Martine », lui ai-je dit. « Quelque chose qui couvrira ses frais médicaux et lui assurera une retraite confortable, mais d'une manière qui ressemble à un cadeau plutôt qu'à de la charité. Elle est très fière. » Philippe a hoché la tête, prenant des notes. « Nous pouvons structurer cela comme une fiducie familiale qui fournit une rente mensuelle. Elle n'aurait pas à gérer une grosse somme d'un coup, ce qui peut être intimidant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la richesse. Parfait. Et je veux lui acheter une petite maison près de l'endroit où je déciderai de vivre. Rien d'extravagant, juste confortable et accessible pour quelqu'un avec des problèmes de santé. » Nous avons passé l'heure suivante à discuter des stratégies d'investissement, des fondations caritatives et de ma propre situation de vie. J'avais décidé de donner ma démission à mon poste de comptable et de me concentrer sur la création d'une organisation à but non lucratif visant à aider les personnes âgées vivant seules, inspirée par la situation de Martine et de nombreuses autres comme elle. « Et le reste de votre famille ?» a demandé Philippe avec prudence. « Prévoyez-vous de leur parler des gains ?» J'ai secoué la tête. Pas pour l'instant, peut-être jamais, mais je veux organiser une réunion familiale pour clarifier l'histoire de mes prétendus problèmes financiers. Plus tard ce jour-là, j'ai appelé Charlotte et lui ai enfin dit la vérité sur tout, le gain au loto et l'expérience familiale. Après son choc initial, elle a compris pourquoi j'avais gardé le secret. « Alors, que fais-tu maintenant ?» a-t-elle demandé. Vas-tu devenir une de ces millionnaires excentriques qui continuent à découper des coupons et à conduire une voiture déglinguée? J'ai ri. Non, mais je ne vais pas non plus commencer à acheter des Bentley. Je veux que cet argent ait un sens, qu'il serve à faire le bien, en commençant par Martine. Elle le mérite, a convenu Charlotte. Et les autres? Ceux qui ont échoué à ton test? Je suis encore en train de réfléchir à ça. J'ai organisé une réunion familiale ce week-end. Je leur ai dit que j'avais une annonce importante. Quand le dimanche est arrivé, j'ai été surprise de voir tout le monde se présenter à mon appartement. Ma mère et Vincent, mon père et Sophie, Élise et Pierre, même Julien, qui avait ignoré mes appels pendant des semaines. Tante Hélène est arrivée avec un froncement de sourcils désapprobateur déjà en place. Tante Martine est arrivée en dernier, me lançant un sourire complice en entrant. Alors que tout le monde s'installait dans mon petit salon, regardant autour d'eux avec divers degrés de curiosité et de jugement, je me suis tenu devant eux, me sentant étrangement calme. « Merci à tous d'être venus », ai-je commencé. Je sais qu'il y a eu des rumeurs sur ma situation financière et je voulais y répondre directement. Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. Julien s'est soudainement passionné pour son téléphone. Élise et Pierre ont échangé des regards. La vérité, c'est que je vais bien. J'ai trouvé un nouvel emploi avec un meilleur salaire et des avantages. C'était techniquement vrai, car je m'étais nommée directrice exécutive de ma nouvelle fondation avec un salaire modeste.
Je commencerai ce poste le mois prochain. » « Eh bien, c'est une merveilleuse nouvelle, » a dit ma mère, visiblement soulagée. Plusieurs visages se sont détendus dans la pièce. Ils étaient venus en s'attendant soit à ce que je demande à nouveau de l'argent, soit à organiser une sorte d'intervention sur mes habitudes financières. Au lieu de cela, ils recevaient une bonne nouvelle qui ne leur demandait rien. Alors, pourquoi tout ce drame à propos d'avoir besoin d'argent ? A demandé mon père, son ton accusateur. Pourquoi demander de l'aide à tout le monde si tu avais un emploi en vue ? J'ai soutenu son regard avec assurance. L'emploi s'est concrétisé récemment et quand j'étais dans le besoin, je me suis tourné vers ma famille. C'est à ça que sert la famille, non ? Un silence inconfortable s'est abattu sur la pièce. « Eh bien, nous avons tous nos propres engagements financiers, » a dit Sophie sur la défensive. « Ce n'est pas toujours possible d'aider, même quand on le veut. » « Bien sûr, » ai-je acquiescé. « Nous devons tous faire des choix sur nos priorités. » Je me suis tourné vers Julien. « À ce propos, Julien, j'ai remarqué que tu n'as jamais répondu à mes messages quand j'avais besoin d'aide. Pourtant, tu n'as eu aucun problème à me demander 3 000 € l'année dernière pour ton loyer. » Il a eu la décence de paraître embarrassé. J'étais dans une mauvaise passe et je n'avais pas d'argent à te donner. « Tu n'as même pas rappelé, » ai-je souligné. « Ça aurait été gratuit. » La réunion s'est poursuivie dans cette veine, avec moi abordant calmement mais fermement l'hypocrisie et l'absence de soutien que j'avais vécu. Personne n'a admis avoir mal agi. Il y avait des excuses, des justifications et même quelques tentatives de me reprocher d'avoir fait sentir tout le monde coupable. Alors qu'ils quittaient mon appartement après une heure inconfortable, j'ai ressenti une étrange sensation de clôture. Je ne leur avais pas parlé du gain au loto, mais je m'étais défendu d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. L'argent m'avait donné quelque chose de peut-être plus précieux que la richesse elle-même. Le courage de voir mes relations clairement et de fixer des limites en conséquence. Martine est restée après le départ des autres, m'aidant à ranger les tasses de café et les assiettes. « Tu t'es bien débrouillé », a-t-elle dit doucement. « Ça n'a pas dû être facile. C'était plus facile que je ne le pensais. » ai-je répondu. Pour la première fois, je n'avais pas peur de les décevoir, parce que j'ai réalisé que leur opinion de moi n'a jamais été basée sur qui je suis vraiment. Martine a souri. C'est une prise de conscience puissante. Alors que se passe-t-il ensuite ? Ensuite, ai-je dit, nous commençons à chercher des maisons. Pour nous deux. 1 an plus tard, ma vie était méconnaissable par rapport au jour où j'avais découvert ces numéros gagnants. J'avais emménagé dans une belle mais modeste maison dans un quartier calme, avec un jardin qui m'apportait de la joie chaque matin. À 3 pâtés de maison se trouvait la nouvelle maison de Martine, une maison de plein pied de style artisanal, avec des portes larges pour accueillir son déambulateur, les jours où son diabète rendait la marche difficile. Mon organisation à but non lucratif, deuxième famille, avait grandi au-delà de mes attentes. Nous fournissions de la compagnie, des réparations domestiques et une aide financière aux personnes âgées vivant seules, avec un accent particulier sur celles éloignées de leur famille. Le travail était gratifiant d'une manière que ma carrière de comptable n'avait jamais été, et nous avions déjà aidé plus de 200 seniors dans notre ville. Charlotte avait finalement rejoint l'organisation en tant que coordinatrice de sensibilisation, apportant son expertise en soins infirmiers et sa nature compatissante à notre mission. Nous avions toujours nos soirées vin hebdomadaires, désormais sur ma confortable terrasse plutôt que dans mon appartement exigu. Mes relations avec ma famille étaient devenues plus distantes, mais aussi plus honnêtes. Je maintenais un contact occasionnel avec la plupart d'entre eux, des appels polis pour les anniversaires et des réunions familiales pour les fêtes, mais la façade de proximité s'était dissipée. Sans l'attente d'une intimité émotionnelle qui n'avait jamais vraiment existé, nos interactions devenaient moins douloureuses. Aucun d'eux ne savait pour mes gains au loto. Pour eux, j'avais simplement réussi dans ma nouvelle carrière en gestion d'organisation à but non lucratif. Ils semblaient accepter cette explication sans trop de curiosité pour les détails, ce qui m'en disait long sur leur intérêt pour ma vie. Il y avait eu des moments de tentation de révéler la vérité, notamment quand Julien m'a appelé pour demander de l'argent pour une nouvelle entreprise, ou quand Élise s'est plainte du coût de la rénovation de sa cuisine. Mais à chaque fois, je me souvenais du silence quand j'avais eu besoin d'aide
et le choix devenait clair. Étonnamment, il y avait eu des occasions où des membres de la famille avaient réellement eu besoin d'aide. Quand mon père a eu une crise cardiaque mineure et a fait face à des factures médicales inattendues, j'ai payé anonymement via le fonds d'aide aux patients de l'hôpital. Quand mon cousin Rémi est enfin entré en cure de désintoxication pour son addiction au jeu, j'ai fait un don anonyme pour couvrir son traitement. Ils n'ont jamais su la source de ces cadeaux et je préférais qu'il en soit ainsi. Martine et moi dînions ensemble au moins 2 fois par semaine. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce à des soins médicaux appropriés et à moins de stress financier. Elle avait pris sa retraite de l'enseignement, mais faisait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation 3 jours par semaine, partageant toujours son amour des livres avec des enfants qui en avaient besoin. « Tu sais ce qui m'étonne encore ?» a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur sa terrasse à regarder le coucher du soleil. À quel point tout aurait pu être différent si tu avais annoncé ton gain au loto tout de suite. J'ai hoché la tête, réfléchissant à cette réalité alternative. La famille serait soudainement devenue très attentionnée et aimante, j'imagine. Et tu n'aurais jamais su ce qui était réel, a ajouté Martine. Cette connaissance, aussi douloureuse soit-elle, t'a donné la liberté. Elle avait raison. L'expérience avait été douloureuse mais éclairante. Elle m'avait montré qui méritait une place dans ma vie et qui ne le méritait pas. Elle avait révélé la véritable nature des relations que j'avais passé des années à essayer de renforcer, malgré leur déséquilibre fondamental. La plus grande leçon que j'avais apprise n'était pas sur les autres, mais sur moi-même. Avant le loto, je définissais ma valeur par ce que je pouvais donner aux autres, essayant constamment de gagner l'amour par le sacrifice et la générosité. J'avais permis qu'on m'utilise parce que je croyais que c'était ce que signifiait la famille, ce que l'amour exigeait. Maintenant, je comprenais que le véritable amour, celui que Martine m'avait montré, ne tenait pas de compte. Il donnait librement, sans attendre de retour, mais respectait aussi les limites et la dignité. Il était honnête et constant, présent dans les bons comme dans les mauvais moments. J'avais initialement gardé mon gain secret par peur, inquiète que l'argent ne corrompe mes relations. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que le secret les clarifierait, dépouillant les faux semblants et révélant la vérité. L'argent n'avait pas changé qui était qui que ce soit. Il avait simplement illuminé ce qu'ils avaient toujours été. Ma vie était désormais riche de manière qui n'avait rien à voir avec mon compte en banque. J'avais un but à travers ma fondation, une connexion sincère avec Martine et Charlotte, et une compréhension durement gagnée de ma propre valeur qu'aucune validation externe ne pouvait ébranler. Peut-être le plus important, j'avais la paix. L'anxiété constante à propos des finances, qui avait été ma compagne de toujours, avait disparu, mais aussi le besoin désespéré d'approbation de personnes incapables de me la donner. J'avais construit une vie alignée sur mes valeurs plutôt que sur mes insécurités. Martine a tendu la main pour tapoter la mienne, me ramenant au moment présent. « Tu as bien fait, ma petite. Pas seulement avec l'argent, mais avec ce que tu as appris. » J'ai souri, submergé de gratitude pour cette femme qui m'avait montré ce que signifiait vraiment la famille. J'ai eu une bonne enseignante. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, j'ai repensé au chemin qui m'avait mené ici, du choc de ces numéros correspondant à la douleur du rejet jusqu'à la joie de créer quelque chose de significatif avec ma fortune inattendue. L'argent avait changé ma vie, oui, mais pas de la manière que j'avais initialement crainte ou espérée. Il m'avait simplement donné la liberté de voir clairement et de choisir judicieusement. La chose la plus précieuse que j'avais gagnée n'avait rien à voir avec les millions sur mon compte bancaire. C'était la compréhension que les personnes qui méritent une place dans votre vie ne sont pas celles qui sont là quand vous avez tout à donner, mais celles qui restent quand vous n'avez rien à offrir d'autre que vous-même. Avez-vous déjà dû tester la loyauté de quelqu'un dans votre vie? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous pour entendre d'autres leçons de vie réelles qui pourraient changer votre perspective. N'oubliez pas de partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur ne se définit pas par ce qu'il peut donner aux autres.
Merci de m'avoir lu, et puissiez-vous trouver la clarté pour reconnaître les véritables relations dans votre propre vie.